Donc de la même manière qu'une voiture coûte très cher quand on l'importe, ok, la dernière Peugeot, la dernière Renault qu'on veut importer à Douala Yaoundé, elle n'est pas à la portée du premier venu. Et donc il faut se dire que la maison, elle a beaucoup de produits qui sont importés en son sein, que ce soit des systèmes, les toitures, les tôles, le vitrage, les profilés métalliques, etc. Il y a beaucoup trop de choses qui sont importées. Et du coup, on paye le prix de l'importation. C'est pas produit localement. Comment faire pour lancer un business, un projet en Afrique quand on vit à distance? Alors, dans cette vidéo, Price nous partage quelques clés et astuces pour pouvoir réussir un investissement vers un pays d'Afrique. Bonjour à nouveau Price. Oh, bonjour Philippe. Et merci d'être resté pour la deuxième partie. Merci à toi. D'emblée, qu'est-ce que toi qui parcours l'Afrique aujourd'hui pour travailler sur place et faire du business, quels sont les principaux constats que tu fais en termes de facilité ou difficulté à travailler en Afrique? Alors effectivement, je vais parler des difficultés, mais parlons peut-être aussi du potentiel, du pourquoi on fait ça. Je me souviens en fait, une fois dans mes séjours en Afrique, j'étais dans un hôtel pas très loin de la plage à Lomé. Et je prenais mon petit déjeuner et je voyais en face de moi quelqu'un qui échangeait avec son vis-à-vis dans une langue qui m'était tout à fait étrangère. Qui devait peut-être être une langue d'Europe de l'Est, voilà, jusqu'aujourd'hui je ne saurais pas vous dire. Hein, voilà, c'est une langue totalement étrangère. Et j'étais assez surpris aussi quelque part de me dire, voilà quelqu'un donc qui arrive dans un pays dont il ne parle pas la langue, dont il n'a visiblement pas d'attache, on va dire ça comme ça, puisqu'il résidait dans un hôtel, il aurait des amis qu'il serait ailleurs, et qui est quand même là, et qui visiblement est là pour faire du business. Et je me disais, alors, ça veut dire forcément qu'il y a des choses intéressantes à faire. Du coup, Price, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui fait partie de la diaspora africaine? Oui, alors c'est une vraie bonne question parce qu'il y a effectivement beaucoup d'initiatives dans la diaspora. Il y a beaucoup d'envie en fait. Je sens vraiment beaucoup d'envie au travers de toutes les personnes que je rencontre, de tous ces contacts que nous rencontrons. Mais pour avoir franchi le cap, pour avoir fait le pas, rétrospectivement, je me félicite toujours du fait que j'ai eu l'opportunité ou la chance aussi d'être pendant longtemps dans le ici là-bas. D'avoir eu chaque fois l'occasion de vivre en Europe, de travailler en Afrique, de vivre en Afrique avec un travail connecté à l'Europe au travers de mon parcours professionnel et au travers de Tambema aussi, d'avoir pris beaucoup de temps à étudier le projet. Ça nous a pris presque 5 ans à étudier le projet avant d'y aller. Et c'est cet ici là-bas qu'on a vécu pendant un certain moment nous a permis finalement de nous rendre compte que on a beau être africain d'origine, étant né en Afrique, ayant grandi là-bas et vivant en Europe, on a une double culture, qui fait qu'on a besoin, lorsqu'on y retourne pour avoir ses attaches économiques cette fois-là. Quand on retourne en vacances, c'est pas pareil, on se comprend. Le vécu qu'on a pendant les vacances, ça n'a rien à voir avec le vécu qu'on a lorsqu'on a commencé à investir ou qu'on a des attaches économiques fortes dans un pays. Et donc, il y a un réapprentissage, il y a une réacculturation qui se produit et ça prend un peu de temps. Et donc, j'ai toujours trouvé que c'était une aubaine pour nous. Donc moi, s'il y a bien un conseil que j'ai envie de donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, c'est vraiment de travailler d'abord sur le ici là-bas. C'est pas de se lancer sur un coup de tête, c'est de prendre le temps de réapprendre en fait la manière, le fonctionnement, le rapport des gens, les habitudes. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a vécu ici ou qu'on a vécu là-bas et qu'on fait et qu'on est finalement comme ça dans une double culture, on perd un peu ses repères. Le Cameroun que j'ai laissé en 1998, quand je l'ai quitté pour la première fois, ce n'est pas le Cameroun d'aujourd'hui. Et donc je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont peut-être dans ce cas-là. Donc il faut vraiment prendre le temps finalement de retourner, de se réacculturer. D'accord. Et du coup, il y a donc ce volet culturel-là. Et quels sont les pièges que tu penses qu'il faudrait quand même, dont il faut être conscient, même quand on est dans cet entre-deux-là, l'étape d'après donc? Bon, il y a des pièges, il y a des opportunités aussi. Je pense que effectivement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Je pense que s'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'envie et des fois peu de réalisation, c'est aussi parce qu'il y a des pièges. C'est aussi parce qu'il y a, il y a une part de risque à prendre. Il y a aussi du courage à avoir. Ça demande beaucoup de courage. Je
faut pas se le cacher. Mais je pense aussi qu'il y a une vraie analyse de ce qu'on veut apporter. Moi, pour ma part, dans mon métier, j'ai compris que la manière de vendre du service et la manière de vendre du produit en Afrique, je dirais, pour ne pas être généraliste, dans les pays dont on a parlé, le Cameroun, le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire, les pays que je connais à peu près, elle n'est pas la même. On n'a pas le même rapport au service qu'au produit. Le produit, ça se voit, ça se touche, mais le service, c'est assez virtuel. C'est un peu... c'est beaucoup plus compliqué déjà. Oui. Et donc, déjà, quand on réussit à se dire qu'est-ce qu'on vend vraiment, c'est un premier point. Et même quand on vend du produit, encore faut-il savoir quelle est la véritable valeur ajoutée. Est-ce que c'est du produit pris à gauche et vendu à droite? Est-ce que c'est du produit fabriqué? À quel niveau on intervient dans le processus de fabrication? Donc finalement, quel est notre métier en fait? Et les années de travail entre l'Afrique et l'Europe m'ont finalement toujours amené à me questionner sur la valeur ajoutée que nous apportions et la manière de faire accepter cette valeur-là. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes qui t'ont marqué et que tu partages souvent et que tu aimerais bien nous partager là? Alors, je t'avoue que là, comme ça, là sur le coup... Je te prends à défaut? Oui, tu me prends un peu à défaut. Alors, quelle anecdote, où, quand, quoi, comment... Parce qu'en fait, si tu veux, bon, je te laisse réfléchir à l'anecdote, mais en parallèle, il y a quand même cette question aussi du pouvoir d'achat qui en local n'est pas très élevé. C'est-à-dire qu'on a une forte population, c'est vrai, mais on a un faible pouvoir d'achat. En Europe, il y a une population qui est peut-être un peu moins nombreuse qu'en Afrique, mais qui a un pouvoir d'achat ô combien plus grand. Oui. C'est peut-être ça aussi qui fait que les gens ne comprennent pas encore la nécessité du service, non? Ah, mais oui, en fait, du coup, ça m'amène aussi à l'anecdote. Parce que c'est vrai, la question sur le pouvoir d'achat, tu vois. J'ai toujours été fasciné par l'envolée des motos chinoises à Douala, par exemple. Il y a 20 ans de cela, acquérir une moto, c'était déjà un signe de réussite. Parce que je me souviens, quand j'étais tout petit, une moto coûtait 800 000 francs ou 1 million de francs CFA. Et c'est des sommes inconsidérées. Voilà. Donc déjà avoir une Suzuki, sans citer de marque, ou une Yamaha, c'était juste un début d'ascension sociale. Et en quelques années, on s'est rendu compte qu'il y avait une flopée de motos, mais alors de toutes les marques, qui faisaient ce qu'on appelle les Benskin, les taxi-motos à Douala. Et j'ai toujours été surpris et fasciné. Et j'ai vécu un moment à Douala, pas loin d'un petit entrepôt où justement on fabriquait des motos. Donc, enfin, on assemblait. On assemblait des motos, autant pour moi. On assemblait, c'est le terme exact. Et du coup, j'étais assez sidéré de constater que, en fait, la moto devenait banale. Même si ces motos qu'on assemblait localement étaient des fois de facture, pas très bonne facture, en durée de vie, en termes de durabilité. Elles n'ont pas la durabilité d'une Yamaha. Mais toujours est-il que c'est un produit qui marche bien, finalement, qui a bien marché, qui s'achète comme des petits pains. Et ça me ramène donc justement, l'anecdote elle est celle-là, quoi. C'est que finalement, les produits, malgré le pouvoir d'achat, rencontrent un besoin. Alors, ils rencontrent un besoin, ils rencontrent également un porte-monnaie auquel ils répondent. Après, le propos n'est pas de savoir si ces motos sont bien, pas bien. Voilà un produit qui est démocratisé aujourd'hui à Douala. Tous les taxis-motos aujourd'hui utilisent des motos chinoises. Voilà. Alors qu'ils ont un pouvoir d'achat qui n'est pas phénoménal. Mais si on regarde en termes de volume, je pense qu'aujourd'hui, il s'est vendu finalement beaucoup plus de motos chinoises que ne sont vendues les Yamaha à l'époque de mon bas âge. Comment on fait pour vendre en Afrique alors? Comment on fait pour atteindre ce marché-là? J'avoue que parce que les gens achètent les motos parce qu'ils se disent qu'avec la moto, il va gagner de l'argent en retour. Donc, il est prêt à faire un effort pour avoir la moto. Tout à fait. Mais quand il vient avec un service qui ne lui permet pas forcément de pouvoir gagner de l'argent par la suite, mais qui améliore son confort, son quotidien. Le téléphone portable. Le taux de pénétration est beaucoup plus élevé qu'en Europe. Oui, c'est une vraie question. Je t'avoue que ça fait partie des questionnements qui m'animent. Je n'ai pas vraiment de certitude sur la question. J'ai peut-être le constat que les produits qui ont une durée de vie moindre à un prix banal ou très abordable fascinent beaucoup plus le quotidien, fascinent beaucoup plus les gens au quotidien. C'est peut-être pour ça que les produits chinois marchent, Peut-être, c'est une des raisons, puisqu'on n'a pas on vit au quotidien des fois et on se dit on verra demain. Voilà. Les gens savent que la qualité n'est pas très bonne, mais ils l'achètent quand même en se disant ça me permet au moins de faire ce que j'ai à faire aujourd'hui.
tout à fait. Peut-être c'est une des raisons. Peut-être. Mais dans le même temps, des fois, on est aussi des fois appelé à constater que les gens achètent aussi des biens, des fois, qui sont censés être des biens dans la durée, mais projettent quand même ce paradigme-là, quoi. En gros, construisent même des maisons qui sont censées durer 100 ans, mais elles se disent, voilà, tant que ça dure 10 ans, c'est déjà bien, quoi. C'est déjà, voilà. J'avoue que c'est un questionnement. Pour La moi, prochaine question, c'est un peu une question culte que je pose très souvent. Pour toi, c'est donc quoi un entrepreneur? Ah, c'est une vraie bonne question. C'est un coach, c'est un coach de ressources en fait. C'est un observateur de notre temps, de notre monde, qui s'est dit à un moment que certains problèmes pourraient trouver leur solution d'eux-mêmes en fait, et qui se dit contributeur à ces solutions-là, qui essaie de contribuer à trouver la solution et qui va essayer de reproduire finalement le service. En fait, reproduire le service parce qu'il va le vendre en fait. Et grâce au revenu de ce service, il va pouvoir le reproduire, faire en sorte que ça se pérennise. Moi, je le vois comme ça, en fait, hein, observer, anticiper et puis organiser pour que ça se fasse. Et à ton avis, pourquoi est-ce que dans la diaspora, on n'a pas plus d'entrepreneurs qu'on en a déjà? Je ne vais pas dire qu'on en a pas assez, il y en a déjà quelques-uns, mais pourquoi il n'y en a pas plus? Parce que ce que je dis est peut-être facile à dire, mais c'est prétentieux dans la réalité, en fait. C'est-à-dire, faire ça, ça demande des fois beaucoup de sacrifices. Ça demande aussi beaucoup d'abnégation, surtout lorsqu'on travaille dans un contexte qu'on connaît, hein, qui est l'Afrique, où finalement, on a les très gros et les tout petits. Il n'y a pas de classe moyenne, même dans les entreprises. Autant il y a la classe moyenne africaine au sens des personnes est en train d'émerger, dans les entreprises, elle n'existe pas, ou quasi inexistante. Et donc, quand on démarre une activité comme nous, on l'a fait, on est en fait, en termes de prétention, en train d'essayer de se positionner sur ce qu'on appelle une entreprise, une PME, en fait. Donc, on n'a pas de prétention de devenir une société mondiale, c'est pas le but. On n'a pas non plus envie de rester dans l'informel. Donc là, il y a une part de prétention ou je veux dire qu'il y a une part de provocation, hein, en ce sens-là. Donc dans la réalité, c'est quand même beaucoup plus complexe. D'accord. Okay. Une dernière question qui me vient à l'esprit là. Comment tu expliques que les prix de l'immobilier soient aussi élevés en Afrique? Enfin, de ce que moi je connais, dans des villes par exemple comme au Cameroun, même en Côte d'Ivoire, le prix au mètre carré est hyper cher. Il est complètement décorrélé de la réalité des gens qui vivent là-bas. Comment fait le Camerounais moyen, l'Ivoirien qui a son boulot, le Sénégalais, j'imagine que c'est pareil, ne peut pas avoir assez d'argent pour s'acheter un terrain déjà à Douala pour pouvoir penser à construire une maison dessus. Oui. Mais effectivement, il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je vais peut-être tenter de faire court et simple. Hein. Donc, je vais éluder la question du foncier, qui a toute une économie derrière aussi. Hein. Oui. Je suis plus proche du centre, un peu plus loin. Je spécule pas. Et du coup, les coûts des terrains peuvent changer fondamentalement. Je vais éluder la question également de la taxation, des droits de douane à l'importation. Mais on la retrouvera tout à l'heure. Je vais éluder également la question du financement de la construction et de l'immobilier. Okay. Mais je vais donc m'appesantir seulement sur l'objet. Okay. L'objet maison en soi ou l'objet immeuble. En fait, cet objet, je pense qu'il est fabriqué à plus de 50% à l'extérieur. Donc de la même manière qu'une voiture coûte très cher quand on l'importe. Okay. La dernière Peugeot, la dernière Renault qu'on veut importer à Douala Yaoundé, elle n'est pas à la portée du premier venu. Et donc il faut se dire que la maison, elle a beaucoup de produits qui sont importés en son sein, que ce soit des systèmes, les toitures, les tôles, le vitrage, les profilés métalliques, etc. Il y a beaucoup trop de choses qui sont importées. Et du coup, on paye le prix de l'importation. Ce n'est pas produit localement. Donc, dire que le prix, il n'est pas à la portée du premier venu ou de la moyenne, c'est un peu vrai, parce que le coût de vie, quand on est payé en francs CFA, c'est forcément un petit peu moins cher que le produit, c'est un peu plus bas que le produit qui est fabriqué en euros. Tout à fait. Et donc ça fait qu'on a au final un produit, un objet qui ne sera pas à la portée du premier venu. Mais si on compare par contre le coût de la main-d'œuvre à produire une maison par rapport au coût de la main-d'œuvre en Europe, hein, si je compare donc une comparaison Cameroun par exemple France, la main-d'œuvre camerounaise est beaucoup moins chère que la main-d'œuvre française. Mais au final, ça m'amène à la chose suivante, c'est qu'effectivement le coût il est peut-être aujourd'hui un peu disproportionné, il n'est pas à la portée du premier venu, mais il y a des niches d'économie qu'on peut aller chercher. Donc l'approche peut consister à un moment à accepter peut-être d'utiliser plus de main-d'œuvre pour fabriquer au lieu d'importer. Simplement, par exemple. Ou alors d'utiliser des matériaux locaux abordables. Oui.
ok. Ou alors de chercher aussi, de faire un peu de recherche. La solution passe aussi par de la recherche, du développement. Donc de s'impliquer dans l'activité de construction comme une activité de recherche et de développement pour trouver des solutions plus abordables. Donc il y a un vrai chantier, il y a de vrais chantiers. Donc voilà, j'ai préféré éluder les autres questions parce que là aussi il y a d'autres volets sur lesquels, quand on les met bout à bout, on arrive forcément à un bien qui n'est pas à la portée du salaire C'est moyen. problématique parce que du coup la maison devient un peu quelque chose d'élitiste. Ou alors on peut imaginer, on peut formuler l'hypothèse inverse, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas redonner du pouvoir d'achat aux gens, redonner un peu plus. Parce qu'au niveau des salaires qu'on est payé, disons-nous les choses, on n'est pas à un niveau qui permet d'acheter, d'importer. Mais si on veut rester à ce niveau de salaire, il faut fabriquer localement une bonne partie. Et si on ne sait pas fabriquer localement, peut-être qu'il faut redonner un peu plus de possibilités pour qu'on puisse acheter. Donc on a quand même il y a ces paradoxes qui font que bon, les économistes ils seront beaucoup mieux placés que moi là-dessus. Mais ce que j'observe en fait, c'est ça. J'observe ça au quotidien et je me dis, voilà, peut-être qu'il faudrait produire un peu plus localement. D'accord, ok. Merci beaucoup Price. Merci encore Philippe. D'avoir été avec nous pour cette deuxième partie, pour les conseils que tu as bien voulu partager avec nous. Alors le site de Price sera en barre de description comme d'habitude, vous pourrez le contacter. www.tamberma.com. Tout à fait.